Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission 36, on parle de subventions gouvernementales. Bienvenue à Studio Libre. Pour les organismes, le financement, c'est le nerf de la guerre. Et souvent, ça vient sous forme de subventions gouvernementales. Et il y a de la demande. Bien sûr, le gouvernement en accepte et en refuse. Par contre, pour certains organismes, c'est une question pratiquement de vie ou de mort. On en parle avec, justement, ma prochaine invitée, Kim Chartrand, directrice par intérim du Centre de ressourcement familial de l'Outaouais. J'allais dire centre de repos, mais c'est ressourcement. On va en parler d'ailleurs. Qu'est-ce que le ressourcement familial? Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui, merci. Bonjour. On va parler d'abord de ce que vous offrez, de ce qu'est le Centre de ressourcement familial de l'Outaouais. Et ressourcement familial, bon, le nom peut le dire, on s'entend que ressourcement, ben ça veut dire, j'allais dire repos, mais c'est pratiquement ça aussi, là. C'est un répit non seulement physique, mais aussi parfois mental pour les parents. Oui, tout à fait. Puis le programme de répit, c'est le programme qu'on a depuis 35 ans qui est vraiment bien utilisé par les familles de l'Outaouais. C'est une portion de notre mission, là, la mission ressourcement répit pour les familles de l'Outaouais, mais on a aussi là, la portion bien-être des familles en général, promouvoir l'entraide, promouvoir des échanges, des activités familiales de tout genre là, qu'on continue de bonifier dans les dernières années. Donc oui, on est bien connu pour la portion ressourcement, mais on fait plus que ça aussi. Et la clientèle cible, j'imagine que c'est pas mal un éventail de tout le monde, mais est-ce que vous pouvez dresser un genre de ligne conductrice entre ces familles-là? Oui, tout à fait. Bien, en fait, on a un mandat régional, donc nos services, nos activités sont offertes pour toutes les familles de l'Outaouais. Donc, on a des parents là, qui viennent avec leurs enfants, des familles de tout type de profil, que ce soit des parents monoparentales, des couples qui ont des enfants, des jeunes enfants, des plus vieux, des adolescents. On s'adresse vraiment à tout le monde. On a aussi là, des familles d'accueil qui font de plus en plus de demandes pour avoir du répit pour des enfants qui sont en famille d'accueil dans leur foyer. On a aussi des proches aidants là, qu'on aide de plus en plus, qui ont besoin de répit. C'est sûr que le répit en Outaouais et partout au Québec, là, c'est pas quelque chose là, qui est à tous les coins de rue, qui est offert partout. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup, beaucoup de demandes. Puis, on essaie de répondre à l'ensemble là, de ces demandes-là. Je dirais aussi qu'on se démarque là, par le fait qu'on n'a pas de critères d'admissibilité qui sont très stricts. Donc, tout le monde peut faire une demande, que ce soit par référence d'un autre intervenant ou pas. Donc, toute personne qui considère qu'elle a besoin d'un moment de repos, d'un moment de répit, un moment pour se ressourcer, peut faire une demande. Là où on se parle aujourd'hui, c'est que vous attendiez une bonne grosse subvention du gouvernement et ça a été refusé. Et est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce qu'on vous a envoyé des raisons pourquoi vous ne cadriez pas dans les critères du programme pour être subventionné? Oui, mais en fait, là, nous, comme je disais, dans les 35 dernières années, l'organisme a offert surtout le programme de répit. Dans les dernières années, ce qu'on nous a dit, là, en fait, c'est que le répit pouvait pas être le seul programme qui est offert par un organisme pour recevoir le financement du ministère de la Famille. C'est pourquoi, dans les dernières années, on a travaillé sur un nouveau plan d'action, sur des activités familiales, des groupes de soutien. On a embauché une première intervenante pour les familles. Donc, c'est sûr qu'on développe de plus en plus à toutes les années là, les autres activités pour les parents dans le but de répondre là, à l'ensemble des caractéristiques là, du cadre de référence du ministère de la Famille. Mais là, ce qu'on nous a dit, dans le fond, en janvier, là, la lettre qu'on a reçue pour annoncer les coupures disait là, qu'il y avait 2 caractéristiques là, sur l'ensemble des 6 caractéristiques à laquelle on répondait pas suffisamment. OK. Bon, c'est quoi suffisamment? Est-ce qu'on vous a dit, si vous voulez satisfaire, vous avez une chance de vous reprendre et de nous prouver que, le critère satisfaisant serait ça? Est-ce qu'on vous a donné un exemple où vous satisfaisez pas
clic, merci, bonsoir, on ferme les livres. Bien, en fait, c'est ça. On nous a dit qu'on devait travailler à l'atteinte de ces objectifs-là, qui sont des objectifs plutôt généraux. Donc, les deux caractéristiques, la première, c'est être un organisme en soutien au milieu de vie. La deuxième, c'est permettre l'enrichissement de l'expérience parentale. Donc, on s'entend que c'est des caractéristiques qui sont très larges. Vagues aussi. Vagues aussi, tout à fait. C'est sûr qu'on a là, le cadre de référence qui vient là, avec en fait, pour le ministère de la Famille, on a un cadre de référence, puis on a la trousse Agora là, qui a été montée par la Fédération là, québécoise des organismes communautaires familles, qui peut nous guider dans l'atteinte de ces objectifs-là. C'est tous des documents qui nous ont aidés à monter notre nouveau plan d'action là, qu'on a mis en œuvre dans les dernières années. Mais non, il n'y a pas de cible claire, soit qualitative ou quantitative, qui nous a permis de savoir qu'est-ce qu'on devait atteindre comme résultat. Donc, nous, dans les 3 dernières années, on a remis un plan d'action, des informations aussi pour dire comment est-ce que nous, on considère là, qu'on peut et qu'on va atteindre ces objectifs-là. Ces documents-là puis ces informations-là ont été acceptés dans les dernières années aussi par le ministère. Puis là, c'est comme si on nous disait que c'était trop peu, trop tard. Puis en janvier, quand on a reçu la lettre, c'était toujours pas clair pour nous c'était quoi les cibles exactes. Là, on n'a pas eu de trucs qui nous disaient, bon, vous devez atteindre tel chiffre ou tel... Tant de familles aidées, compagnie, ouais. Exactement, on n'a pas eu ça. Puis finalement, dans les rencontres post-annonce là, de la coupure, on a eu 3 rencontres avec le ministère de la Famille là, depuis l'annonce de la coupure. Puis c'est là où est-ce qu'on nous a dit pour la première fois, vous devez atteindre, par exemple, 51% dans telle caractéristique où vous devez absolument offrir telle chose. Donc là, c'est comme ces informations-là arrivent post-coupure. On aurait aimé ça les avoir avant parce que le CRFO est prêt à travailler vers la conformité, puis vers là, des nouvelles activités ou des nouveaux programmes pour les familles, mais sans ces cibles-là ou sans ces détails-là, ce qu'on a essayé de dire, c'est que c'était un peu impossible pour nous de savoir qu'on n'était pas suffisamment vers l'action. Là. Je comprends totalement votre point de dire, c'est pas clair. Nous, on offre tel service, mais c'est pas assez. Est-ce que ça va l'être aussi? Puis là, ce que je comprends, c'est que pour cette année, même si vous décidiez de mettre les bouchées doubles, dire, OK, on va faire ça, c'est terminé, il n'y en a plus, il n'y a plus de revenus ici. Là. Non, c'est ça. En fait, on a même posé la question dans les rencontres qu'on a eues après la réception de cette lettre-là. On a posé la question, là, maintenant qu'on sait les cibles, si on vous remet un nouveau plan d'action qu'on est prêt à mettre en marche, la semaine prochaine, est-ce qu'on peut revenir sur la décision? Est-ce qu'on peut avoir nos sous? Puis on nous a dit non, là, que la décision, non, exactement, la décision est finale. On ne reviendra pas sur la décision pour l'année financière en cours. Mais on vous rappelle qu'on continue de vous accompagner jusqu'à la fin de l'année financière, puis pour une prochaine demande. Là. Mais pendant ce temps-là, si on veut offrir des services pour être capable de subvenir à la demande pour avoir la subvention, il faut avoir de l'argent. Donc, c'est un cercle qui tourne. Tout à fait. Puis là, vous êtes comme un peu pris dans ce cercle-là. Qu'est-ce que ça va changer au niveau des services offerts si vous n'avez pas cette subvention-là? Bien, en fait, là, nous, quand on a reçu la lettre, là, une ou 2 semaines plus tard, le conseil d'administration a dû prendre la décision de licencier l'ensemble de l'équipe d'animatrices, de suspendre toutes les activités pour les familles, puis de conserver seulement la directrice par intérim, qui le poste qui est occupé là, par moi présentement, dans le but de sauver l'organisme. Là. Donc là, on se retrouve à une ressource pour faire tous ces démarches-là. Puis comme vous avez dit, c'est un peu difficile même de travailler sur la prochaine demande parce que c'est un travail colossal. On a aussi maintenant l'information des nouvelles cibles. Ça va quand même engendrer des changements majeurs au sein de l'organisme, puis une réorganisation des services. Puis là, il faut tout organiser ça avec moi et l'implication des membres du conseil d'administration qui sont bénévoles, qui ont des emplois à temps plein, tout ça. Donc là, c'est sûr là, que c'est ça. On a un travail colossal devant nous. Puis un peu ce qu'on a dit aussi, c'est que en fait, nous, on vit en ce moment de semaine en semaine là, avec l'argent qui reste. Donc là, c'est sûr qu'on ne sait même pas jusqu'où on va se rendre là, avec les sous qu'on a. Puis c'est sûr que là, le ministère de la Famille nous dit, vous êtes admissible à une requalification pour une prochaine entente
à venir au printemps, mais on n'a pas de date officielle. On n'a pas de... on vit vraiment dans l'incertitude. C'est tout un défi qui vous attend et tout ça, j'imagine que vous le faites par souci des familles, par souci des gens que vous connaissez, qui reviennent, qui utilisent vos services. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce que, j'imagine qu'ils doivent être d'un surpris, de deux déçus et qui se demandent qu'est-ce qui va arriver? Tout à fait. Là, on a les familles étaient aussi surprises que nous de recevoir cette annonce-là, surtout parce qu'on sait que la demande, elle est là. Ben oui. On ne peut pas répondre à la demande. Puis tantôt, on disait que vous n'aviez pas entendu parler du CRFO, puis il y a beaucoup de gens qui nous disent ça. On a tellement de demandes dans les dernières années qu'on a pris la décision de ralentir la publicité exactement parce qu'on n'arrive même pas à répondre à toutes les demandes qu'on reçoit. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup de gens là, présentement qu'on a l'impression de laisser tomber, ou plutôt que le ministère de la Famille laisse tomber en ce moment. Parce que c'est ça, la demande pour le répit, mais aussi pour toute notre autre là, offre là, au niveau des activités familiales. Il y a de la demande. Présentement, nous, on est situé à Val-des-Monts. Là, dans Val-des-Monts, puis dans les collines, il y en a des organismes qui offrent des services pour les familles, mais il n'y en a pas une tonne. On a le souhait d'être enraciné dans notre communauté, d'être enraciné à Val-des-Monts, mais on a aussi toutes les familles en Outaouais là, qui attendent des répits. Donc, c'est sûr que l'impact est grand. Les familles sont surprises. On a déjà plusieurs familles qui ont transmis là, les communiqués qu'on a envoyés à leurs députés, aux différents ministres, qui ont pris l'initiative de faire ça par eux-mêmes. Les gens sont choqués, sont surtout déçus là, de perdre ce service-là ou ces activités-là, qu'il n'y a pas de remplacement ailleurs non plus. Là. C'est ça que je me disais. Vous êtes pratiquement les seuls, sinon les seuls dans... Et l'Outaouais, de la manière où on est situé géographiquement, ben on est proche, mais on est loin. Donc, quand on veut avoir des services, et j'imagine que dans les autres régions, ben si vous avez une demande qui est très forte, les autres régions aussi. Donc, les autres régions ne pourraient pas prendre votre surplus de demande de votre côté. Donc, vous êtes pratiquement essentiel dans ce domaine-là de rester là, mais sans financement, comme on dit, c'est le nerf de la guerre. Est-ce que vous êtes au courant, justement, qu'il y a d'autres organismes dans votre genre qui ont eu le même genre de réponse du ministère? Ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y aurait entre 15 et 20 organismes à travers le Québec qui vivraient des situations de non-conformité qui auraient mené à des coupures ou des suspensions de leur financement. Hey, c'est beaucoup. On n'a pas beaucoup d'informations. On a tenté d'avoir de l'information pour pouvoir parler avec ces organismes-là, voir comment elles s'organisent là, suite à ces annonces-là. Malheureusement, ce n'est pas des informations il n'y a pas de désir de transmettre là, plus d'informations pour entrer en contact avec ces organismes-là. Donc, malheureusement, on ne peut pas les contacter. Ce qu'on nous dit, c'est que dans les dernières années, là, il y a eu un mandat qui a été donné au ministère de serrer la vis là, au niveau de l'analyse des différents organismes pour s'assurer que les organismes qui reçoivent un financement, d'abord, respectent l'ensemble des critères, mais aussi que ces organismes-là sont financés par le bon port d'attache, par le bon ministère. Ça, c'est des choses qu'on nous a présentées là, dans les différentes rencontres qu'on a eues avec le ministère. Donc, non, on n'est pas les seuls, mais on n'a pas de moyen de savoir avoir plus d'informations. Ouais, ça, qui d'autre est aux prises avec le même phénomène? Eh bien, on vous souhaite justement la meilleure des chances pour retrouver ce financement-là et maintenir cet organisme-là qui est si important pour des familles ici en Outaouais. Et en tout cas, je vois vous êtes dédiés, vous êtes dévoués, vous voulez défoncer des portes, ben on est toujours là. Si vous avez des nouvelles, des nouvelles encourageantes, venez nous voir, on est là. Merci beaucoup, Kim Chartrand, directrice par intérim du Centre de ressourcement familial de l'Outaouais. Merci beaucoup, M. Caron. La culture, ça se livre de plusieurs façons. Que ce soit auditif, visuel, on peut mélanger les genres et en trouver des nouveaux. Mais, chose certaine, ça ne se livre pas en 30 minutes ou c'est gratuit. Et on va en parler avec Clara Lagacé, qui est coprésidente de Culture Outaouais. Bonjour. Bonjour.
Et donc, aujourd'hui, on parle de culture, mais plus spécifiquement de financement de la culture, de subvention de la culture. Et d'ailleurs, bon, c'est un sujet qui a explosé dans les dernières semaines. Certains, ils sont allés de commentaires, évidemment. On posait des questions, on ramenait un peu sur le pourquoi, du comment du financement de la culture. Mais à la base, chez Culture Outaouais, vous êtes joint au mouvement d'artistes pour demander à Québec de subventionner encore plus, à une meilleure hauteur, la culture. Pourquoi alors avoir demandé ça? Parce que est-ce qu'on juge que la culture est vraiment, j'allais dire déficitaire, mais est-ce qu'elle est vraiment sous-financée par rapport aux autres provinces du Canada? C'est sûr qu'il manque de financement en culture en ce moment. Puis oui, donc vous avez raison de dire que Culture Outaouais s'est joint aux différents mouvements qui ont lieu en ce moment pour réclamer un meilleur financement public de la culture. Fait que la première réponse, c'est tout simplement oui, ça nous prend une meilleure priorisation de la culture parce que c'est une question de choix au final. Oui. De faire un choix pour mieux financer la culture sur le plan de l'ensemble de la province. Puis après, si on ajoute à ça la situation particulière de l'Outaouais où on est en rattrapage, puis tu sais, encore là, on souhaite être en rattrapage. Ouais, c'est un rattrapage qui est partout, là. On parle dans tous les domaines, là, l'Outaouais. Oui, en santé, en éducation, mais aussi en culture. Donc, rajoute à ça la situation particulière de l'Outaouais. Alors, c'est sûr qu'il faut avoir l'audace de demander plus pour notre milieu. Bon, les réactions sont vraiment divisées. Sur Internet, les réseaux sociaux sont partis en vrille, c'est le cas de le dire, d'un côté ou de l'autre. Et donc, on se demande, est-ce qu'on devrait financer la culture dans le but qu'elle soit rentable? On parle beaucoup de rentabilité de la culture. Et les artistes, d'un côté, disent, la culture est rentable d'une manière un peu contournée en impôts à cause des gens qui travaillent, évidemment, en culture et compagnie. Donc, on récupère cet argent-là. Et d'autres qui vont dire, si c'est pas rentable, pourquoi subventionner? Donc, on se positionne où dans tout ça? Pour moi, la question est pas là. C'est sûr que la culture est rentable. Il n'y a même pas de doute dans ma tête. La culture est rentable sur le plan de la construction de notre identité. Oui. Est rentable sur le plan de la création de communautés vivantes. Est rentable sur le plan du développement du territoire. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien ici à Buckingham? En partie, c'est en raison de la culture qu'il y a ici. Donc, pour moi, il y a plein de manières d'évaluer la rentabilité de la culture, puis de ramener la rentabilité seulement à son essence économique, c'est un peu rater une occasion. Parce que, comme je le disais tantôt, c'est une question de priorité. La santé au Québec, c'est pas rentable. L'éducation au Québec, c'est pas rentable non plus. Non. Et je veux vraiment pas qu'on désinvestisse là-dedans, c'est pas ce que je dis. Absolument. Mais c'est pas vrai que on applique le filtre de la rentabilité sur tous les secteurs, tu sais. À un moment donné, c'est aussi une question de choix de société, qui on veut être, comment on veut se faire connaître ici, dans nos territoires, mais aussi à l'étranger, tu sais, comment est-ce qu'on veut faire parler du Québec puis de la culture ailleurs. Tout ça, ça va jamais parfaitement faire dans un tableau Excel pour calculer exactement la rentabilité. Ça, c'est correct. On peut demander la rentabilité des projets. Un projet culturel peut devoir être rentable. Mais l'investissement général dans la culture au complet, est-ce qu'on a vraiment besoin de se poser la question de la rentabilité comme première question? Pour moi, il faut vraiment le voir comme un investissement dans la création de communautés, dans la création identitaire, puis un investissement pour une meilleure vie citoyenne au final aussi. C'est drôle parce que je pensais ce matin en faisant mon plan de match un peu pour l'entrevue, puis je me disais, on finance aussi des entreprises. On en a un bel exemple d'entreprise qui n'est pas rentable et qui n'a même jamais vu le jour, et on a perdu aux 270 millions pour construire des batteries qui n'auront probablement jamais lieu. Oui, c'est sûr que cette semaine, c'est haut dans la tête, oui. Oui, et puis ça revient à dire que on a des choix de société à faire, et puis il faut les faire.
est-ce qu'on vise automatiquement la rentabilité demain matin? Ben, c'est ça. C'est de dire, ben, on va investir pour créer de l'emploi, et c'est ça qu'on fait en culture aussi. Après, il n'y a pas de doute que ça crée des réelles retombées économiques. T'sais. Ma réponse sur la rentabilité est plus large parce que je pense qu'il faut être un petit peu plus créatif dans la manière d'envisager l'enjeu dans son ensemble. Mais c'est sûr que la culture crée aussi, tu mets $1 en culture, mais ça fait des retombées. Ça crée d'autres dollars. Ça crée les dollars pour les emplois, pour les techniciens et techniciennes qui sont engagés, pour les artistes, les cachets, les salles, l'hébergement, les per diem, tout ça. Ça crée de la richesse sur le plan premier aussi, là, ça c'est sûr. Mais après ça, il faut aussi se remettre en tête que les demandes du milieu culturel sont importantes pour le milieu, mais sur l'enveloppe totale d'un budget provincial qui va être négocié là, qui va être dévoilé là, dans quelques jours, c'est très peu. La culture est financée à hauteur de au maximum 1% de l'enveloppe totale du budget de la province. Donc, tu sais, on parle pas non plus de déshabiller la santé ou de déshabiller l'éducation pour prioriser la culture. Ce que ça prend en culture pour bien la financer, c'est beaucoup pour moi et vous, mais c'est peu pour un gouvernement. On parle de combien? Il y a différentes demandes qui sont sur la table. En ce moment, il y a le Front commun pour les arts qui demande de porter... Leur demande est vraiment très spécifique. C'est de porter le budget du Conseil des arts et lettres du Québec, donc un des 2 principaux organes de financement public. Il y a la SODEC puis il y a le Conseil des arts et lettres du Québec, de porter son financement à 200 millions. Ça, c'est pas une augmentation de 200 millions, c'est de l'amener à 200 millions. On est à combien présentement? C'est une augmentation qui représente 35 millions à peu près. Là. Fait qu'on était comme 160 autour de ça. Donc, tu sais, ça, c'est un 35 millions de plus et de l'indexer pour plus non plus avoir à refaire ses sorties à chaque année pour assurer une certaine stabilité. Assurer évidemment que, comme les coûts augmentent partout, mais ils augmentent aussi pour le milieu culturel. Là, donc, assurer qu'il puisse avoir une survie là. Fait que ça, c'est une demande très concrète, très précise, à mon avis, juste. Oui. C'en est une. Il y a d'autres demandes aussi qui existent. En ce moment, ce qui est intéressant, en tout cas, dans la crise que traverse le milieu culturel, même si c'est fragilisant puis c'est peu facile pour les travailleuses culturelles, les artistes, de comme constamment être en essoufflement, puis ça a des répercussions réelles sur leurs emplois puis leur travail au quotidien, là, qu'il y ait moins d'argent investi dans les organismes où ils travaillent ou qu'ils puissent moins trouver de contrats de cachet pour les artistes. Mais ce qui ressort quand même, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on arrive à discuter, comme vous l'avez dit tantôt, plus largement en société de qu'est-ce que ça voudrait dire bien financer la culture, parce que c'est une question d'argent. Fait que là, on a à investir un petit peu plus, certainement. Puis aussi, et là, je ramène aux différentes positions de Culture Outaouais, on a aussi à se poser la question de financer où et comment. Oui. Est-ce qu'on peut aussi prendre l'occasion maintenant de réfléchir à mieux financer ou mieux distribuer sur l'ensemble du territoire de la province le financement en culture? Parce que l'Outaouais est historiquement sous-financé, puis ça veut dire moins de lieux de diffusion, moins d'occasions de programmation, moins de financement pour les bibliothèques, moins de services aux citoyens en culture. Au final, c'est ça que ça veut dire. Donc, est-ce qu'on peut aussi prendre l'occasion maintenant pour rappeler ça, puis se dire, dans les programmes qui existent déjà, dans ce qui est déjà là, comment est-ce qu'on peut mieux organiser l'argent aussi pour que on ait un écosystème plus sain sur l'ensemble de la province? Et c'est drôle parce qu'à Gatineau, j'ai fait beaucoup d'entrevues avec les artistes et Gatineau est renommé. Et puis, je pense seulement à la Salle Odyssée, à la Maison de la Culture, qui est une des plus belles, sinon la plus belle salle au Québec, selon beaucoup d'artistes. Et on met la coche un petit peu plus haut encore, et d'ailleurs, on me disait que ça rend jaloux d'autres salles au Québec. Et parce qu'à Gatineau, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, les artistes le disent, le public de Gatineau, quand on veut tester des choses, le public va répondre présent. Ouais. Et d'ailleurs, on le voit avec les ventes de billets, les salles sont pas pleines, sont pratiquement pleines. Absolument. Et puis, le public est présent et veut avoir de la culture. Donc, pourquoi est-ce qu'on est encore à la traîne par rapport aux autres secteurs du Québec? Là? On gagne des prix à toutes les années, là, que ce soit aux Gémeaux, aux Olivier, pour la plus belle salle au Québec. Et pourtant,
il manque encore un peu de jus, là. Absolument. Ben, je pense que ça revient à l'idée de... La Salle Odyssée, c'est un exemple vraiment fulgurant, là, comme vous l'avez super bien dit, de succès puis de rayonnement de Gatineau aussi. Fait que ça, pour moi, c'est un bon exemple parce que c'est à la fois un succès ici pour les citoyens, pour l'accès à la culture, puis c'est à la fois un succès pour Gatineau sur le plan de... On fait parler de nous ailleurs. Ouais. Puis, dans le fond, c'est ça. On veut investir dans la culture, qu'importe quelle échelle, parce qu'on veut qu'elle puisse bien servir les gens qui sont les plus proches, mais aussi être tellement source de fierté et de mise en commun qu'elle veut faire parler de nous plus loin que les frontières de la province aussi. Fait que c'est comme un bon exemple à très petite échelle de ce que moi je souhaite pour l'ensemble, de bien voir l'investissement en culture sur l'ensemble de la province. Puis, ben, après, c'est comme, oui, on en veut plus. Oui, la salle est pleine. Oui, il y a un appétit pour ça. Ça prend un investissement financier. Ça prend des subventions pour partir des projets. Après, il y a des montages financiers. La salle Odyssée, elle n'existe pas seulement sur des subventions, mais elle existe en partie sur des subventions. Puis c'est bien correct. Puis ça crée toutes sortes d'emplois puis toutes sortes de retombées. Fait qu'on a besoin de ça aussi pour créer des projets à différentes échelles. Il faudrait qu'il y ait des plus petites salles aussi, qui puissent accueillir peut-être plus d'artistes locaux aussi. Pour 800 places, c'est quand même tough à remplir pour tout le monde. Il y en a 500 aussi avec la salle PNG, le foyer, sa salle, la Bazoche et compagnie. Il y en a, mais ça en prendrait plus. Ça en prendrait plus, puis ça en prend des indépendantes, ça en prend, oui, qui appartiennent à la ville, mais aussi qui appartiennent directement au milieu. C'est une question de financer et la production, et les artistes, et la diffusion. Puis quand tu as un écosystème qui, à chaque étape, va bien, ben, tu le vois tout de suite. Fait que là, en ce moment, il y a certains éléments qui vont quand même bien. Puis là, je veux pas parler pour eux, peut-être qu'il y aurait autre chose à dire, là. Mais dans l'ensemble, on peut vraiment pas dire que ça va bien. Puis c'est là où on commence à voir les répercussions dans la crise actuelle, que le milieu s'essouffle puis que les gens partent. C'est un débat que je pense qu'il va persister encore pendant des années. On va essayer de tirer un peu la couverte de notre bord. Est-ce que le gouvernement va écouter? C'est ce qu'on souhaite. Merci beaucoup, Clara Lagacé, coprésidente de Culture Outaouais, d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 36 de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, Clara Lagacé, coprésidente de Culture Outaouais, et également Kim Chartrand, directrice générale du Centre pour le ressourcement de la famille de l'Outaouais. Et je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous avons également notre groupe de discussion Facebook auquel vous pouvez vous abonner, TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses, officiel. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se retrouve pour une prochaine fois à Studio Libre.